Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter le test statistique de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance dans la population est inconnue. Le test que je vais présenter est valable quelle que soit la taille de l'échantillon, qu'il soit de petite taille, c'est-à-dire un nombre d'individus inférieur à 30, ou de grande taille, lorsque le nombre d'individus est supérieur ou égal à 30. Là, dans le titre, j'indique petit échantillon, c'est-à-dire que je fais une distinction entre petit et grand échantillon, parce que dans le cas d'échantillons de grande taille, eh bien, il y a une approximation qui est autorisée, qui consiste à approximer la loi de Student par la loi normale centrée réduite. Mais cette approximation n'est valable que pour les échantillons de grande taille, c'est-à-dire lorsque le nombre d'individus est supérieur ou égal à 30. Lorsque le nombre d'individus dans l'échantillon étudié est inférieur à 30, l'approximation n'est pas autorisée et dans ce cas, il est obligatoire d'utiliser la loi de Student. Mais cette loi de Student est également valable pour les échantillons de grande taille. Simplement, on peut éventuellement l'approcher par la loi normale centrée réduite, mais cette approximation n'est pas obligatoire. Donc, le test que je vais présenter est valable quelle que soit la taille de l'échantillon, mais lorsque l'échantillon est de petite taille, il faut obligatoirement utiliser le test tel que je vais le présenter aujourd'hui. Lorsque l'échantillon est de grande taille, on pourra utiliser le test que je présente aujourd'hui, ou alors on pourra utiliser un test approximatif où la loi de Student est remplacée par la loi normale centrée réduite. Cette approximation fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, l'exercice que nous allons traiter est le suivant. Le poids à H-type de 30 jours, PAT 30 jours, est un indicateur du potentiel laitier des brebis. En race rouge de l'Ouest, le PAT 30 jours est en moyenne de 12,1 kg. Sur un échantillon aléatoire de 24 agneaux d'une exploitation de race rouge de l'Ouest, on a relevé les PAT 30 jours suivants en kilogrammes. Première question, au vu de cet échantillon et au risque de 5%, peut-on affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est différent de la moyenne? C'est-à-dire, peut-on affirmer que le PAT moyen des brebis de l'exploitation au niveau de la population est différent de 12,1 kg? Pour répondre à cette question, nous ferons un test bilatéral de conformité d'une moyenne mu inconnue qu'il va donc falloir comparer à une moyenne de conformité mu0 qui sera égale à 12,1 kg. Deuxième question, au vu de cet échantillon et au risque de 5%, peut-on affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est inférieur à la moyenne? Cette question signifie, peut-on affirmer que le PAT moyen mu des brebis de l'exploitation au niveau de la population est inférieur à la valeur de conformité 12,1 kg? Pour répondre à cette question, nous ferons un test unilatéral qui pourrait être choisi soit à gauche, soit à droite. Les deux cas seront traités. Alors, pour introduire cet exercice au niveau de la solution, eh bien, on définit d'abord la population étudiée. La population qu'on étudie, c'est une population, ici il faudra plutôt mettre agneaux, c'est des agneaux qu'on étudie. Donc, dans la population P des agneaux de l'exploitation, le PAT 30 jours d'un agneau est une variable aléatoire X qui suit la loi normale N de moyenne mu inconnue et de variance sigma 2 inconnue. Donc, sigma est inconnu. L'écart type est inconnu.
de cette population, on va extraire un échantillon E. De taille n égale 24. Alors, cet échantillon, il est issu de P. Et il contient 24 individus, 24 agneaux. Donc, cette taille est inférieure à 30, donc on est bien sur un échantillon de petite taille, donc on n'a pas le droit d'approcher la loi de Student par la loi normale. C'est pour ça ici que je précise que c'est inférieur à 30. Si c'était supérieur ou égal à 30, on pourrait faire l'approximation de la loi de Student par la loi normale sans très réduite, mais là, on ne le fera pas. Donc, dans cet échantillon, eh bien, le PAT 30 jours il a une certaine moyenne et un certain écart type que l'on va calculer à l'aide de la calculatrice. Donc, là, on va aller dans le menu 2, statistiques. Et dans la liste 1, alors, pour remplir la liste 1, d'abord, vous pouvez effacer les données qu'il y a. Pour ça, vous vous placez dans la liste 1, vous faites F4 pour del all, et là, vous confirmez que vous voulez supprimer la liste. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà rentré les données. Donc moi, je vais faire no, je vais faire F6. Je ne veux pas supprimer les données. Et donc là, vous rentrez les 20 valeurs, les 24 valeurs. Vous les rentrez. Donc en tout, il y en a 24. Voilà. Une fois qu'elles sont rentrées, eh bien, vous allez dans Calque. Alors pour rentrer les valeurs en question, je vous rappelle qu'elles sont ici. Donc là, vous pouvez faire un arrêt vidéo pour rentrer ces valeurs. Et ensuite, vous reprenez la suite. Donc, une fois ces 24 valeurs entrées, vous allez dans Calque et Set et vous définissez votre série statistique. Vous dites que dans invar_xlist, vos données sont dans liste 1. Donc là, si ce n'est pas écrit liste 1, vous le faites. Vous faites F1 pour liste et ensuite le numéro de liste. Donc là, 1. Pour les fréquences, elles doivent être toutes égales à 1. Chaque valeur apparaît une fois. Donc F1, 1 pour 1. Le de var, vous l'ignorez. Ensuite, vous faites un var et vous avez ici les valeurs de la moyenne. Donc, on a un PAT moyen pour ces 24 agneaux de 11,8 kg. Alors, ensuite, on va mettre ces valeurs en mémoire dans les lettres de la calculatrice. Donc, pour ça, on va dans menu 1 et on va dans var, stat, F1 pour X, et X bar, on va le mettre en mémoire dans M. Donc l'écart type dans l'échantillon, c'est sigma X, on va le mettre en mémoire dans S. La taille de l'échantillon, on va le mettre en mémoire dans N. L'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population, SX, on va le mettre en mémoire dans R. Et puis la valeur de conformité qui est 12,1 kg, on va le mettre en mémoire dans Z. On va faire pareil maintenant avec la TI. Donc on appuie sur Stat. Alors, pour effacer votre liste, vous allez dans 4, effacer liste, et là vous tapez, donc si c'est liste 1, faites ça et entrez. Alors moi je ne vais pas le faire, puisque j'ai rentré déjà les données dans liste 1. Donc je ne vais pas supprimer la liste 1. Mais vous, pour supprimer les anciennes données dans la liste 1, vous faites ce procédé. Donc, dans 1 modifié, voilà, moi j'ai rentré les 24 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, il y a bien les 24 valeurs entrées. Ensuite, on va dans Stat, Calque, 1 pour Stat 1 var. Et là, les données, c'est dans liste 1. Seconde 1 pour liste 1. En très fréquente, vous laissez vide, ça voudra dire que ça vaut 1. Calculez, et voilà, il vous sort les valeurs de la moyenne et l'écart type dans l'échantillon qui est sigma x. On va entrer ces différentes valeurs en mémoire dans les lettres de la calculatrice. Donc pour ça, on fait var, 5 pour statistique, et x bar, c'est dans 2. Donc on le met dans M. Ensuite, on refait le procédé, donc var 5. La taille de l'échantillon, on va la mettre dans N. Var 5. L'écart type dans l'échantillon, c'est 4 pour sigma x. On va le mettre en mémoire dans S. Ensuite, var 5. L'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population, on va le mettre en mémoire dans R. Et enfin, la valeur de conformité 12,1 kg, on va le mettre en mémoire dans Z. Voilà. Donc, voilà les données qu'on vient de recueillir avec la calculatrice. Donc, dans l'échantillon, le PAT moyen vaut 11,8 kg, donc c'est un petit peu inférieur à la moyenne dans la population, oui, le mu0 qui vaut 12,1 kg, c'est une valeur de conformité. Et on va vouloir comparer, voir si l'écart de 300 grammes est significatif ou pas. Est-ce qu'on peut dire que dans la population, le PAT moyen de ces agneaux, de cette exploitation, est différent de la moyenne, 12,1 kg ou pas? Alors, on veut comparer la moyenne inconnue mu. Alors, je rappelle que mu, c'est quoi? C'est le PAT 30 jours moyen des agneaux de l'exploitation. Alors que mu0, qui veut 12,1 kg, c'est le PAT moyen des agneaux de la race en question au niveau de la population de tous les agneaux, c'est-à-dire que pas seulement ceux de l'exploitation étudiée, mais de toutes les exploitations. Voilà. Donc on veut comparer mu avec mu0. Alors pour ça, on introduit la variable aléatoire x bar, qui est le PAT moyen des agneaux dans l'échantillon, et qui suit la loi normale n de moyenne mu et de variance sigma 2 sur n, avec mu qui est inconnu. Donc si on retranche à toutes ces valeurs si on retranche mu0, la moyenne est diminuée de mu0, la variance, elle, n'est pas modifiée. Il faut bien comprendre la différence ici entre mu et mu0. C'est que mu, c'est le PAT moyen des agneaux de l'exploitation étudiée. Alors que mu0, c'est le PAT moyen des agneaux de la même race en question, rouge de l'Ouest, mais toute exploitation confondue. Alors que mu ne concerne que les agneaux de l'exploitation précise étudiée. Alors pour répondre à la première question, on va donc faire un test bilatéral. Donc l'hypothèse nulle H0 consiste à supposer que mu est égal à mu0, donc le PAT moyen des agneaux
dans l'exploitation est égal à la valeur de conformité 12,1 kg. Et l'hypothèse H1, c'est de dire que le PAT moyen des agneaux dans l'exploitation est différent de 12,1 kg. Ensuite, on va déterminer la valeur T théorique, hein, donc sous l'hypothèse H0 consistant à dire que mu est égal à mu0, eh bien, on a une certaine variable aléatoire qui est T, qui vaut x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n-1, qui suit la loi de Student. Alors ça se démontre, hein, mais là, dans le cadre de cette vidéo, je ne ferai pas la démonstration. Mais ça se démontre assez facilement. Donc, cette variable aléatoire, T, qui vaut x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n-1, où S, c'est l'écart type dans l'échantillon, n, la taille de l'échantillon, et x bar, le PAT moyen dans l'échantillon. Ça suit la loi de Student, dont le nombre de degrés de liberté vaut k égale n-1, 24 moins 1 égale 23. Le risque donné dans l'énoncé, c'est 0,05, donc la confiance vaut 0,95. Donc là, on fait le graphique de la loi de Student à 23 degrés de liberté. Donc la T, c'est cette variable qui est représentée sur l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, f de t, c'est la densité, la fonction densité de probabilité de t, qui suit cette loi de Student. Cette courbe en cloche ici, eh bien, c'est la courbe caractéristique de la loi de Student à 23 degrés de liberté. Donc, l'air sous cette courbe vaut 1, et on sépare cette R en 3 R, donc une R centrale ici, centrée sur 0, qui vaut 0,95, 1 moins alpha égale 0,95, c'est l'air qui caractérise la zone de confiance, et ensuite la zone de risque, de part et d'autre, 0,025 à gauche et 0,025 à droite. Et la valeur T théorique, c'est la valeur qui est ici, c'est la valeur qui sépare la zone de confiance de la zone de risque à droite. Donc, cette valeur T théorique, on peut l'écrire comme T indice K, point virgule, 1 moins alpha sur 2. K pour le nombre de degrés de liberté, ici qui vaut n-1 égale 23. Et 1 moins alpha sur 2, c'est l'air à gauche. C'est 1 moins l'air à droite. Donc, ce T théorique, il dépend de deux paramètres. Il dépend d'une part de K et d'autre part du niveau de confiance qu'on se donne, enfin, de l'air à gauche, hein, qui est 1 moins alpha sur 2. La confiance, ce n'est pas 1 moins alpha sur 2. Hein. La confiance, c'est 1 moins alpha. Alpha, c'est le risque. Et si on fait 1 moins alpha sur 2, on a ici l'air à gauche, qui est 1 moins l'air à droite. Donc, pour calculer cette valeur qu'on va mettre en mémoire dans T, hein, eh bien, on va le faire avec la calculatrice. Hein. Donc, option, stat, distribution, F2 pour T, 1T. Donc là, on doit prendre l'air à droite. Donc l'air à droite, c'est 0,025. Ensuite, on met le nombre de degrés de liberté, donc n-1. Et ça, on le met en mémoire dans T. 2,06. Pareil ici. Donc seconde distribution. Donc 1T, c'est 4. Là, il faut mettre l'air à gauche. Donc 0,975. Nombre de degrés de liberté, c'est n-1. Entrée, et ça, on le met en mémoire dans T. Voilà, 2,06. Donc, bien sûr, on trouve la même valeur hein, pour les deux calculatrices. Alors, il y a peut-être des différences au niveau des derniers chiffres, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on va calculer la valeur de T observé. Donc, c'est x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n-1. Donc, avec toutes ces valeurs qui ont été mises en mémoire dans les lettres, ça devient donc m moins z, le tout divisé par S sur racine de n-1. Donc, m moins z
divisé par racine divisé par S divisé par racine de n-1. Et ça, c'est la valeur observée qu'on va mettre en mémoire dans W. Donc, moins 1.133. Et pareil avec la TI, donc M moins Z divisé par S divisé par racine de N moins 1. Ça, on est en mémoire dans W. Moins 133. Donc, voilà les deux valeurs que on vient de trouver pour T observé mis en mémoire dans W. Alors maintenant, on va calculer la valeur P. Alors, là, sur le graphique, on peut placer T observé, moins 1,133. Moins T observé vaut 1,133. Et la valeur P, ben, c'est l'air qui est en dehors de l'intervalle T observé moins T observé. Donc, c'est-à-dire c'est l'air qui est ici, là, à droite de moins T observé, plus l'air ici qui est à gauche de T observé. Donc, ça fait 1 moins l'air central. 1 moins l'air entre T observé et moins T observé. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. P, c'est la probabilité que T n'appartienne pas à l'intervalle T observé moins T observé. Donc, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire que T appartienne à cet intervalle. Donc, avec la calculatrice Casio, ça va devenir 1 moins TCD. On va intégrer sous la courbe entre W et moins W. Donc, 1 moins TCD entre W et moins W avec un nombre de degrés de liberté qui vaut n-1. Donc ça, c'est la valeur P0,269. Faire pareil avec la TI, donc 1 moins seconde var pour distribution. Et donc, student FREP, on va intégrer entre W et moins W. Nombre de degrés de liberté, c'est n-1. Et on trouve 0,269. Voilà, donc la valeur P vaut 0,269. On peut l'écrire sur le graphique ici. P égale 0,269. Alors, on peut retrouver la valeur ici de T observé et de P en utilisant la fonction test. Alors ça, je vais tout de suite le corriger. Voilà. Alors, donc pour retrouver cette valeur de T observé de P en utilisant la fonction test de la calculatrice, eh bien, ici, on va dans le menu 2 et ici F3 pour test. Là, le test de student, donc c'est T, F2 pour T. Il y a un seul échantillon, donc F1 pour un échantillon. Voilà. Data variable, vous choisissez variable. Alors ensuite, la mu, c'est mu différent. On est sur un test bilatéral, donc mu différent de mu0 pour H1. Là, c'est l'hypothèse H1.
Et puis, la valeur de mu0, bah, elle était mise dans Z. La valeur de x bar était mise en mémoire dans M. Alors, la valeur de Sx était mise en mémoire dans R. Alors, peut-être qu'il le met automatiquement, ça faudra vérifier. Vérifiez-le sur vos calculatrices. Hein. S'il met automatiquement cette valeur, il n'y a pas besoin de l'entrer. Et si elle n'est pas mise, par contre, vous la mettez, c'était dans R. Et N qui vaut 24, N, on l'avait mis en mémoire dans N. Voilà. Ensuite, on fait entrer. Et voilà, on a la valeur de T observé qui est ici, moins 1.133, et la valeur P qui est ici. Le SX, ici, c'est la valeur de l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. Et pareil avec la TI. Ça, on va dans Stat. On va dans Test. T-Test, pour un test de student. Alors là, on peut choisir Données ou Stat. Si on choisit Données, alors, mu0, vous mettez Z. Pour la liste, elle est dans liste 1, donc vous mettez liste 1. Les fréquences, vous mettez 1. Et là, vous choisissez mu différent de mu0 pour l'hypothèse H1. Là, calculer. Voilà, vous avez ici la valeur de T observé, moins 1.133, et ici la valeur P. Ici, on retrouve la moyenne, la taille de l'échantillon, et ici, c'est l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. On peut refaire le procédé avec l'utilisation de stats. Donc là, vous choisissez stat, entrée. Et quand vous choisissez stat, il remplit automatiquement le x bar SXN. Tout ça, vous n'avez pas à l'entrée. Par contre, la mu0, il faut entrer la valeur, donc c'est Z. C'est sûr que moi, elle est déjà écrite, mais pour vous, si elle n'est pas écrite, vous la mettez, donc c'était dans Z. Voilà, donc ces valeurs-là, elles sont automatiquement entrées par la statistique définie. Donc là, il faut bien choisir mu différent de mu0, puisque ça, c'est l'hypothèse H1. Et ensuite, on fait calculer. Et voilà, on retrouve toujours la valeur de T observé, qui est ici, la valeur P. Voilà. Donc, ici, c'était pour la Casio. Donc, la valeur qu'il trouve pour T observé, on voit que c'est bien exactement la même que celle qu'on avait calculée avec le calcul, qu'on avait mis en mémoire dans W. On voit que c'est bien la même valeur. Et puis, pour la valeur P, on avait fait 1 moins TCD entre T observé moins T observé. On avait trouvé 0, 2, 6, 8, 7. Et bien là, 0, 2, 6, 8, 7, c'est bien la même valeur. Pareil pour les TI. Là, c'est le chemin d'accès, enfin toute la procédure avec les touches pour pouvoir faire le procédé. Et on trouve à chaque fois que T observé, ici, T observé est bien égal à la valeur T observé qu'on avait trouvée en mettant en mémoire dans W, le quotient ici. Et pareil pour la valeur P, on trouve la même valeur que celle qu'on avait trouvée en faisant 1 moins student frep entre W moins W. Ensuite, les règles de décision. On va accepter H0 si la valeur T observée est dans la zone de confiance, c'est comprise entre moins T théorique et T théorique, ce qui correspond à P plus grand que alpha. Par contre, si T est dans l'intervalle de risque, s'il n'est pas dans la zone de confiance, donc s'il est dans la zone de risque, ce qui correspond à P inférieur ou égal à alpha, dans ce cas, on va rejeter H0 et on accepte H1. Alors là, la valeur de T observée, c'est 1,133. Ça appartient à l'intervalle entre
moins t théorique et t théorique. Donc, on est dans le premier cas où t observé est dans la zone de confiance. Et la valeur P, 0,269, est supérieure à alpha. Donc, ces caractéristiques ici, on les retrouve bien sur la figure. Sur la figure ici, on voit bien que la valeur T observée est dans la zone de confiance. Et par conséquent, la valeur P, qui est l'air en dehors de cet intervalle, eh bien, se retrouve plus grand que alpha, qui est l'air en rouge. Alpha, c'est l'air en rouge. Donc, on va accepter dans ces conditions H0. Donc, on peut considérer que le PAT 30 jours des agneaux de l'exploitation n'est pas significativement différent de 12,1 kg. Donc, on peut affirmer, au risque de 5%, que le potentiel laitier des brebis d'exploitation est égal à la moyenne. Ça veut dire que l'écart de 300 grammes qu'on avait trouvé entre le PAT des agneaux dans l'échantillon de 24 agneaux, cet écart de 300 grammes n'est pas significatif. C'est-à-dire que si on raisonne au niveau des populations, l'écart de 300 grammes observé au niveau de l'échantillon n'est pas suffisant pour pouvoir dire qu'au niveau de la population, il y a un écart significatif entre mu et mu0. Cet écart de 300 grammes ne peut s'expliquer que par le phénomène naturel de fluctuation d'échantillonnage et non pas comme une propriété qui s'avérerait intrinsèque aux agneaux de cette exploitation et qui consisterait à dire que le PAT de ces agneaux dans cette exploitation est inférieur à la moyenne. Cet écart de 300 grammes n'est pas suffisant pour dire que c'est significatif. Donc, on conclut que le PAT des agneaux dans cette exploitation n'est pas significativement différent de la moyenne 12,1 kg. Alors, la règle de Dition, on peut l'exprimer avec un intervalle de confiance. Je vous rappelle qu'on accepte H0 si la T observée est dans l'intervalle ici, intervalle de fluctuation d'échantillonnage de T, puisque la variable aléatoire T appartient à cet intervalle à 95% de chance. Donc, c'est bien un intervalle de fluctuation d'échantillonnage. Et on peut le transformer en un intervalle de confiance par le procédé qui est présenté ici. Donc, T observé est encadré entre moins T théorique et T théorique. Donc, je remplace T observé par son expression, qui est ici. Ensuite, je multiplie par S sur racine de n-1. Ensuite, je rajoute X bar, je rajoute mu0 partout. Et ensuite, j'intervertis X bar et mu0. On a le droit, parce qu'en fait, quand j'ai cette inégalité, ça veut bien dire ici que mu0 est plus grand que X bar moins TS sur racine de n-1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, si je considère l'inégalité qui est à gauche, et j'isole mu0, donc ça veut dire que mu0 est plus petit que X bar plus TS sur racine de n-1, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, mu0 appartient à cet intervalle. Je remplace T théorique par son expression avec les deux paramètres K et 1 moins alpha sur 2. Et ça, cet intervalle, c'est l'intervalle de confiance de mu. On peut le calculer, c'est-à-dire que mu, il appartient à cet intervalle à 95% de chance. Donc, pour le calculer, cet intervalle, et on va faire donc m moins ts sur racine de n-1 pour la borne de gauche et plus pour la borne de droite. Menu 1, m moins ts sur racine de n-1 et ensuite m plus ts sur racine de n-1.
faire pareil avec la TI. Seconde mode pour quitter. M moins TS sur racine de N-1. Et ensuite M plus TS sur racine de N-1. Donc, la règle d'addition, on peut la réécrire comme ça. Hein, si la valeur de conformité est dans l'intervalle de confiance de mu, alors on accepte H0. Et si la valeur de conformité mu0 n'est pas dans l'intervalle de confiance de mu, alors on rejette H0 et on accepte H1. Ici, la valeur de conformité, c'est 12,1. Elle est bien dans l'intervalle de confiance de mu. Cet intervalle de confiance, ici, ça veut dire qu'à partir du moment où on sait que le PAT des agneaux d'exploitation dans l'échantillon des 24 agneaux vaut 11,8 kg, et on en déduit que dans la population de ces mêmes agneaux, toujours dans la même exploitation, eh bien, est compris entre 11,252 et 12,348 kg à 95% de chance. Donc, cet intervalle ici nous donne les valeurs hautement probables du PAT moyen des agneaux au niveau de la population des agneaux de cette exploitation. Et la valeur 12,1, elle est dans cet intervalle. Donc, on peut conclure que mu est égal à mu0. Cette écriture avec l'intervalle de confiance, ça permet de bien comprendre la signification. Quand on conclut là, que mu est égal à mu0, ça ne veut pas dire que le test vient de nous permettre de trouver la valeur de mu. Mu reste une valeur inconnue. Ce n'est pas parce qu'ici on écrit que mu est égal à mu0 que ça veut dire qu'on vient de démontrer que mu est égal à 12,1 kg. Non, ce n'est pas ça. Faut pas. On est en train de faire un test statistique. Donc, quand on conclut c'est-à-dire quand on choisit d'accepter H0, simplement ce qu'on est en train de dire, c'est que la valeur 12,1 fait partie des valeurs tout à fait plausibles, raisonnables ou sensées qu'on peut donner à mu. Parce que mu0, d'un point de vue strictement mathématique, quand on écrit ça, ça signifie que mu0 appartient à l'intervalle de confiance de mu. Mais si, au lieu de 12,1, on aurait eu toute valeur comprise entre cette borne et celle-ci, on aurait obtenu la même conclusion, que mu est égal à mu0. C'est pour ça qu'un test statistique ne permet pas de trouver la valeur de mu. Mu reste inconnu. Et même une fois qu'on a conclu ça, mu reste inconnu. Ce n'est pas parce qu'on dit que mu est égal à mu0 que ça veut dire qu'on vient de trouver la valeur de mu. Non, ça veut dire simplement qu'on peut affirmer que la valeur mu0 est une valeur tout à fait possible qui est compatible avec les données expérimentales, mais il peut y avoir d'autres valeurs compatibles. En fait, toutes les valeurs comprises entre cette borne et celle-ci seront des valeurs compatibles avec mu. Donc, la conclusion ici, au risque de 5%, on peut affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est égal à la moyenne. Ça veut dire, donc, pour l'exploitant qui gère cette exploitation, ça veut dire qu'il n'a pas à s'inquiéter, en tout cas, il a, d'un point de vue rationnel, si on se base sur le traitement statistique scientifique des données, il n'a pas à s'inquiéter du fait que le PAT là, de ces 24 agneaux est 300 grammes en dessous de la moyenne, 12,1. Voilà. Il n'a pas à s'en inquiéter, il peut simplement interpréter cet écart de 300 grammes comme simplement une fluctuation d'échantillonnage, juste parce que là, c'est propre au fait qu'il a choisi simplement 24 agneaux, mais le mois plus tard ou l'année prochaine, s'il réitère l'expérience, il est très probable qu'il obtiendra d'autres valeurs qui seront proches de 12,1.
C'est juste la fluctuation d'échantillonnage qui, ici, explique l'écart des 300 grammes. Et pas un problème qui viendrait des agneaux en question. Voilà. Alors, maintenant, on va traiter avec le test unilatéral à gauche. Donc, pour ça, on introduit l'hypothèse nulle, mu est égal à mu0, et l'hypothèse alternative, mu inférieur à mu0. Alors, pourquoi inférieur et pas supérieur? C'est parce que au niveau de l'échantillon, on a vu que le PAT moyen, x bar, valait 11,8, ce qui est plus petit que mu0 qui vaut 12,1. Donc, cette tendance observée au niveau de l'échantillon, on regarde au niveau de la population si elle est confirmée. Donc, c'est pour ça qu'on met dans le même sens. À partir du moment où x bar est plus petit que mu0, du coup, H1, ce sera mu plus petit que mu0. Et ça, ce choix-là, il n'a rien à voir avec le fait qu'on est sur un test à gauche. Pour le test à droite, on aura exactement la même hypothèse H1 qui sera mu inférieur à mu0. Ce symbole inférieur vient des données expérimentales, vient du fait que x bar est plus petit que mu0. Un test statistique ne peut que confirmer ce qu'on observe au niveau de l'échantillon ou éventuellement peut neutraliser ce qu'on observe au niveau de l'échantillon, mais en aucun cas un test statistique peut inverser la tendance observée au niveau d'un échantillon. Si on voulait faire un test avec mu plus grand que mu0, il faudrait partir d'un échantillon où le x bar est plus grand que mu0, ce qui n'est pas le cas ici. Alors maintenant, comme le test il est à gauche, eh bien, ça veut dire que pour le choix de la variable de décision, il faudra prendre une variable dont la valeur observée est négative. Donc, il va falloir construire une différence négative. Donc, c'est mu moins mu0 ici qui s'avère être négatif. Donc, du coup, pour la variable de décision, on prendra x bar moins mu0 et non pas mu0 moins x bar. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, sous l'hypothèse nulle, la variable aléatoire. Et là, on choisit bien x bar moins mu0. Pour le test bilatéral, on aurait pu prendre ça ou l'opposé, mu0 moins x bar, ça revenait au même. Par contre, pour le test unilatéral à gauche, là, on est obligé de prendre la différence dans ce sens. Si on le prend dans le sens, ça donnera un test unilatéral à droite parce que la valeur t observée sera positive. Ici, en choisissant x bar moins mu0, dans ce sens, on aura un t observé négatif et donc ça va bien engendrer un test unilatéral à gauche. Donc, cette variable suit la loi de Student, dont le nombre de degrés de liberté vaut k égale n-1 égale 24-1 égale 23. Le risque donné dans l'énoncé, c'est 0,025, donc la confiance vaut 1 moins alpha égale 0,95. Donc là, on a la courbe de la loi de Student. Ça, c'est la courbe qui représente la fonction de densité de probabilité de la variable t. T, c'est cette variable qui est ici, représentée sur l'axe des abscisses. Et ici, c'est la densité de probabilité de cette variable t, fonction de densité de probabilité caractérisant la loi de Student à k égale n-1 égale 23 degrés de liberté. Alors, l'air sous la courbe vaut 1, on sépare cette R en deux R. Une R à droite qui vaut 0,95, une R à gauche qui vaut 0,05. Et T théorique, c'est la valeur ici, qu'on lit sur l'axe des abscisses, et qui sépare la zone de risque de la zone de confiance. Donc, T théorique, c'était, alors en indice, j'ai mis l'air à gauche, alpha, donc c'était K alpha. K pour le nombre de degrés de liberté qui vaut 23, et alpha pour l'air à gauche de la limite cherchée qui vaut 0,05. Donc, avec la calculatrice, eh bien, alors pour les Casio, il faut mettre l'air à droite. Donc, du coup, il faut mettre 0,95. Donc, option, F5, F3 pour distribution, F2 pour T, Ft. Donc là, il faut mettre l'air à droite. Donc 0,95. Ensuite, on met le nombre de degrés de liberté, c'est n-1.
Et cette valeur, on va la mettre en mémoire dans T. Voilà. C'est pareil avec les TI, seconde distribution, et inf T, c'est numéro 4. Donc là, il faut mettre l'air à gauche. Donc là, du coup, c'est 0,05. Le nombre de degrés de liberté, c'est n-1. Et ça, on va le mettre en mémoire dans T. Voilà, moins 1,71. Moins 1,71 pour T théorique. Ensuite, on va calculer T observé. Eh bien, c'est la même valeur qu'on avait trouvée pour le test bilatéral. Donc là, il n'y a pas besoin de le refaire. C'est la valeur qui avait été trouvée alors, est-ce qu'elle est? Elle est là. Là. On l'a mis en mémoire dans W. Donc, pas besoin de le refaire. Et pareil pour les TI. La valeur était ici, dans W. Donc, elle est toujours dans W, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Alors, cette valeur T observée, on peut la mettre sur le graphique. Et la valeur P, c'est l'air à gauche de T observé. C'est l'air qui est ici, là, sous la courbe. Donc, on va intégrer depuis moins l'infini jusque T observé. Donc, moins l'infini sera représenté par la valeur moins 100, et on va intégrer jusque W. Donc, TCD, que je fasse entrer. Donc là, je vais faire TCD. Je vais démarrer à moins l'infini, représenté par moins 100, et je vais aller jusque W. Et après, je dois indiquer le nombre de degrés de liberté, qui est n-1, et ça va me donner la valeur P, 0,134. Ici, pareil. Je vais dans seconde var pour distribution et student frep. Je vais intégrer depuis moins 100 pour représenter moins l'infini jusque W. Et je vais écrire que le nombre de degrés de liberté vaut n-1. Et cette valeur, c'est P, 0,134. Voilà, donc 0,134. Donc, je peux écrire cette valeur sur la figure. Ici, elle n'est pas écrite. Donc, P au 0,134. Voilà. Donc, je vais vérifier que dans le graphique d'avant, je l'avais mis. Oui, là, je l'avais mis. Et sur le graphique suivant, je vais tout de suite vérifier avant de... Donc, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc, je reviens sur mon graphique. Voilà, donc l'air à gauche de T observé vaut 0,134. Alors, pour retrouver ces valeurs de T observé et P, on peut utiliser
la fonction test de la calculatrice. Donc, on va le faire d'abord avec la Casio. Donc, on va dans menu 2 et F3 pour test, F2 pour test de student, F1 pour dire qu'il y a un seul échantillon. Alors, data, on met variable. Et là, on met l'hypothèse H1, donc c'est inférieur. Ensuite, mu0, c'est toujours les mêmes valeurs. Hein. Mu0, il était dans Z. X bar, il était en mémoire dans M. Sx, il était en mémoire dans R. Et N était en mémoire dans N. Entrée. Voilà, on retrouve ici la valeur du T observé et ici la valeur P. Sx, c'est l'écart type, enfin l'estimation ponctuelle de l'écart type dans la population. X bar, PAT moyen des 24 annuaux. On va faire pareil avec la TI. Stat. Test numéro 2, ici. Alors, on choisit soit les données ou les stats, hein, les deux sont possibles. Si on choisit les données, alors mu0 est toujours dans Z. Hein. Liste, c'est liste 1. Tout ça, c'est toujours déjà écrit, mais bon, je l'aurais écrit pour vous montrer comment on fait. Et là, ici, mu, il faut choisir. Ça, c'est hypothèse H1. On va choisir. Donc, on se passe sur inférieur à mu0. On tape entrée pour valider. Ensuite, on passe avec la flèche de direction qui va vers le bas. Calculer. Et on obtient ici T observé et ici la valeur P. Alors, si on refait le procédé numéro 2 en utilisant stat, donc stat, je me place dessus, j'appuie sur entrée pour valider. L'avantage avec stat, c'est qu'il remplit directement X bar, Sx et N, donc c'est peut-être mieux avec stat. Hein. Alors, la valeur de mu0, on l'a mise en mémoire dans Z, c'est 12,1. Donc ces valeurs-là, elles sont pré-remplies à partir du moment où on a choisi stat. Et ici, il faut bien choisir inférieur à mu0. On se place sur le mu0, on tape entrée pour valider que c'est bien inférieur à mu0. Là, c'est l'hypothèse H1 qu'on doit écrire. Et ensuite, on fait calculer. Et voilà, on a ici la valeur de T observé, ici la valeur de P. Donc ici, pour la Casio, on retrouve bien les mêmes valeurs. Pour T observé, on retrouve bien la valeur qu'on avait trouvée précédemment. Et pour P, on trouve la même valeur que précédemment. De même avec la TI. Donc là, c'est la procédure des touches qu'il faut taper pour utiliser la fonction test avec la TI, soit en utilisant les données ou en utilisant statistique. Bon, apparemment, c'est mieux avec statistique, hein, c'est plus rapide. Et on trouve une valeur de T observée qui est bien la même que celle qu'on avait trouvée avant. Et on trouve aussi une valeur P, ici 0,134, qui est bien la même qu'on avait trouvée précédemment. La règle de décision, bien, si T observé est supérieur à T théorique, c'est-à-dire si T observé est dans la zone de confiance, correspondant à P plus grand que alpha, alors on accepte H0. Et si T observé est inférieur ou égal à T théorique, ce qui correspond à T observé dans la zone de risque, tout à gauche, bien dans ce cas, on a P donc, qui est inférieur ou égal à alpha, et on rejette H0, on accepte H1. Alors ici, la valeur du T observé, moins 1,133, est plus grande que la valeur de T théorique qui était moins 1,714. Donc T observé est plus grand que T théorique. Donc on se retrouve dans la zone de confiance. La valeur P est plus grande que la valeur alpha 0,05. On le voit bien sur la figure. Ici, la valeur T observée est bien dans la zone de confiance. Donc, ça correspond à une valeur P qui est plus grande que le risque alpha. Donc là, on accepte H0.
Donc, ça signifie que le PAT moyen des agneaux de l'exploitation n'est pas significativement différent de 12,1 kg. Donc, au risque de 5%, on peut affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est égal à la moyenne. Alors, on peut réécrire la règle de décision avec un intervalle de confiance. Même si l'intervalle de confiance, en général, on l'utilise plutôt avec le test bilatéral, mais ça peut se faire aussi avec un test unilatéral. Donc là, on a vu qu'on a accepté H0 si T observé était plus grand que T théorique, si T observé se retrouvait dans la zone de confiance. Donc, on remplace T observé par sa valeur, x bar moins mu0 divisé par S sur racine de n-1. Et on isole mu0. Donc, x bar moins mu0, c'est plus grand que TS sur racine de n-1. Du coup, x bar est plus grand que mu0 plus T S sur racine de n-1. Et du coup, mu0 se retrouve plus petit que x bar moins TS sur racine de n-1. Donc, mu0 appartient à cet intervalle qui est l'intervalle de confiance de mu au niveau de confiance 1 moins alpha. Donc, on peut calculer cet intervalle en calculant la bande de droite, m moins ts sur racine de n-1. Menu 1, m moins ts sur racine de n-1. 12,254. Seconde mode pour quitter. M moins ts sur racine de n-1. 12,254. Donc, la règle de décision peut s'écrire comme ça. Si mu0 appartient à l'intervalle de confiance de mu, au niveau de confiance 1 moins alpha, alors on accepte H0. Et si mu0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu au niveau de confiance 1 moins alpha, on rejette H0 et on accepte H1. Ici, la valeur de conformité est 12,1. Elle appartient à l'intervalle de confiance de mu. Donc, on peut conclure que mu est égal à mu0. 12,1 fait partie des valeurs hautement probables, puisqu'il y a 95% de chances pour que mu soit inférieur à 12,254 kg. Et 12,1 fait justement partie de ces valeurs-là. Donc, on peut conclure que mu est égal à mu0. Et on conclut ainsi que, au risque de 5%, on peut affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est égal à la moyenne. Alors, pour terminer, nous allons faire le test unilatéral à droite. Donc, l'hypothèse nulle, c'est toujours l'hypothèse consistant à dire que mu est égal à mu0, que le PAT des agneaux de l'exploitation est égal à la valeur de conformité 12,1 kg. L'hypothèse alternative, c'est toujours la même que pour le test unilatéral à gauche, c'est toujours mu inférieur à mu0. L'histoire du mu inférieur à mu0, ça n'a rien à voir avec le choix à gauche ou à droite. Ça, je rappelle que c'est dicté par le fait que x bar est inférieur à mu0. À partir du moment où le PAT moyen des agneaux dans l'échantillon x bar, qui vaut 11,8 kg, est plus petit que la valeur mu0 de conformité qui vaut 12,1 kg, donc on a x bar plus petit que mu0, eh bien, ça implique que l'hypothèse H1 sera mu inférieur à mu0. On regarde si ce qui est observé au niveau de l'échantillon est confirmé au niveau de la population, donc c'est bien mu inférieur à mu0. Alors, maintenant, comme on veut faire le test à droite, il faut former une différence positive pour avoir une variable de décision dont la valeur observée est positive. Donc la différence qui est positive ici, ça va être mu0 moins mu. Donc pour la variable de décision, ce sera mu0 moins x bar. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Là, je suis contraint de prendre mu0 moins x bar et non plus x bar moins mu0 pour avoir
une valeur observée positive. Donc, cette variable, elle suit la loi de Student, dont le nombre de degrés de liberté vaut k égale n-1 égale 24-1 égale 23. Le risque donné dans l'énoncé vaut 0,05, donc la confiance vaut 1 moins alpha égale 0,95. Ici, on trace la courbe de la loi de Student à 23 degrés de liberté. Ici, sur l'axe des abscisses, c'est la variable t, qui est donnée ici. Et sur l'axe des ordonnées, c'est f de t, c'est-à-dire c'est la densité de probabilité de t. Et cette densité de probabilité, elle caractérise la loi de Student à 23 degrés de liberté. Alors, l'aire sous cette courbe vaut 1, et cette aire, on la sépare en deux aires. Une aire à gauche qui vaut 0,95 et qui correspond à la zone de confiance, et une aire à droite qui vaut 0,05 qui correspond à la zone de risque. La valeur t théorique, c'est la valeur qui va séparer ces deux zones. Donc, elle se lit sur l'axe des abscisses, ici. Et pour la calculer, eh bien, c'est avec la calculatrice. Alors, déjà, mathématiquement, on l'écrit comme tk 1 moins alpha. K, c'est le nombre de degrés de liberté qui vaut 23. Et 1 moins alpha, c'est l'aire à gauche de la limite qu'on cherche. Donc, c'est l'aire qui est ici. Donc, avec la Casio, il faudra prendre l'aire à droite de la limite. Donc, ici, comme... alors, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ici? Là, il faut prendre l'aire à droite. Il faut prendre l'aire à droite. Alors qu'ici, il faut prendre l'aire à gauche. Donc, on va faire ça. Donc, option, stat, distribution, T. Donc là, il faut prendre l'aire à droite. Donc 0,05. Et le moins 1 pour le nombre de degrés de liberté. Et ça, on va le mettre en mémoire dans T. Donc 1, 7, 1, 4. Ici, seconde distribution, un T pour 4. Et ici, il faut mettre l'aire à gauche, 0,95. Le nombre de degrés de liberté vaut n-1. Et ça, on met en mémoire dans T. 1,700, 7, 1 et 4 au plus proche. Voilà, donc c'est écrit ici, 1,714 pour la valeur de T théorique. Je vérifie qu'il n'y avait pas une erreur avant, là. Ici. Donc là, ici, il fallait prendre l'aire à droite, c'était bien 1 moins alpha. Et là, avec la TI, il fallait prendre l'aire à gauche, qui était alpha. Donc là, ça c'est correct. Et si je reprends le test bilatéral, donc là, il fallait prendre l'aire ici à droite, donc c'est bien alpha sur 2. Et là, il faut prendre l'aire à gauche, donc 1 moins alpha sur 2. Voilà, c'est bon. Donc, on en est ici, au calcul de la valeur T théorique, qui est à 1,714. Donc maintenant, on va calculer T observé et P. Donc T observé, ben, c'est mu0 moins x bar divisé par S sur racine de n-1. Donc avec les lettres, ben, ce sera Z moins M divisé par S divisé par racine de n-1.
Z moins M divisé par S divisé par racine de N-1. On va le mettre en mémoire dans V. Valeur observée. 1, 133. Faire pareil ici. Z moins M divisé par S divisé par racine de N-1 mis en mémoire dans V pour valeur observée. 1, 133. Donc, cette valeur est mise en mémoire dans V. Maintenant, on va calculer P. Alors, sur la figure, donc là, on a placé T observé qui vaut 1, 133. Et la valeur P, c'est l'aire à droite de T observé. Donc, on va intégrer sous la courbe, donc avec la fonction TCD, on va intégrer depuis T observé qu'on a mis en mémoire dans V jusque plus l'infini qui sera représenté par la valeur 100. Donc, on va ici faire un TCD entre V et 100. TCD entre V et 100. Ensuite, on spécifie que le nombre de degrés de liberté de la loi de Student vaut N-1. Donc, on trouve 0,134 pour la valeur P. Ici, pareil, pour la valeur P, seconde distribution, Student et FREP. Et on va intégrer depuis V jusque 100 pour plus l'infini. Et le nombre de degrés de liberté vaut N-1. 1, 0, enfin 0,134. Donc, on trouve bien la même valeur pour les deux calculatrices. Cette valeur, on peut l'écrire sur la figure ici. Voilà. Ensuite, règle de décision. Donc, si T observé est inférieur à T théorique, c'est-à-dire si T observé est dans la zone de confiance, qui correspond à P plus grand que alpha, alors on accepte H0. Et si par contre, T observé est supérieur ou égal à T théorique, qui correspond à T observé dans la zone de risque, correspondant à P inférieur ou égal à alpha, eh bien dans ce cas, on rejette H0 et on accepte H1. Alors, ici, la valeur T observée, elle se trouve plus petite que T théorique. 1,133, c'est plus petit que 1,714. Et la valeur P qui vaut 134, elle est plus grande que le risque alpha qui vaut 0,05. On le voit bien sur la figure. On voit bien ici que le T observé, il est dans la zone de confiance, donc plus petit que le T théorique, qui est ici à 1,714. Et en termes de valeur P, l'aire à droite de T observé, qui est P, se retrouve plus grande que l'aire rouge, qui est l'aire à droite du T théorique. P 0,134 est plus grand que le risque, c'est plus grand même que le double du risque. Donc, on est dans la situation où on accepte H0. Mu est considéré comme égal à mu0. Donc, le PAT des agneaux par l'exploitation, au niveau de la population des agneaux de l'exploitation, eh bien, peut être considéré comme non significativement différent de mu0 qui vaut 12,1 kg. Donc,
au risque de 5%, on peut affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est égal à la moyenne. Alors, la règle de décision, on peut l'écrire avec un intervalle de confiance. Si on part ici du fait qu'on accepte H0 si T observé dans la zone de confiance, c'est-à-dire si T observé est plus petit que T théorique. Je remplace T observé par son expression, qui est mu0 en x bar divisé par S sur racine de n-1. Ensuite, j'isole mu0. Pour ça, déjà, je multiplie à gauche et à droite par S sur racine de n-1. Et ensuite, j'ajoute x bar à gauche et à droite. Et donc, j'obtiens que mu0 est plus petit que x bar plus T théorique multiplié par S sur racine de n-1. Donc, mu0 est compris entre 0 et x bar plus T théorique S sur racine de n-1. Ça, c'est l'intervalle de confiance de mu, c'est-à-dire qu'il y a 95% de chance pour que mu soit dans cet intervalle. Puisqu'il y a 95% de chance pour que la variable t soit plus petite que t théorique. Ça, c'est la définition même de t théorique. Donc, pour calculer cette valeur, on fera m plus ts sur racine de n-1. M plus ts sur racine de n-1. 12,254. M plus ts divisé par racine de n-1. 12,254. Donc, la règle de décision peut s'exprimer ainsi. Si mu0 appartient à l'intervalle de confiance de mu, alors on accepte H0. Et si mu0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance de mu, on rejette H0 et on accepte H1. Ici, la valeur de conformité de 12,1 kg, elle appartient à cet intervalle. Donc, mu0 est dans l'intervalle de confiance de mu. Donc, on accepte H0 parce que mu0 se retrouve être une valeur hautement probable, enfin, elle fait partie des valeurs hautement probables puisqu'il y a 95% de chances pour que mu soit inférieur à 12,254. Et justement, 12,1, c'est justement inférieur à 12,254. Si la valeur de conformité avait été plus grande que 12,254, là, on aurait accepté H1. Mais là, ce n'est pas le cas. 12,1 est bien plus petit que 12,254, donc on accepte H0. Donc, le PAT des agneaux dans l'exploitation est non significativement différent de 12,1 kg. Conclusion, au risque de 5%, on peut affirmer que le potentiel laitier des brebis de l'exploitation est égal à la moyenne. Voilà, donc là, j'ai terminé le test de conformité d'une moyenne dans le cas où la variance est inconnue. Et ce test est applicable quelle que soit la taille de l'échantillon. Ce n'est pas ici parce que j'ai écrit petit échantillon que ce n'est valable que si l'échantillon est de petite taille, c'est-à-dire inférieur à 30 individus. Non, ce test tel que je l'ai présenté est valable même pour des échantillons de grande taille, mais je vais faire une vidéo spécifique qui va montrer l'approximation de ce test lorsque l'échantillon est de grande taille. On peut approcher la loi de Student par la loi normale centrée réduite dès que la taille de l'échantillon est supérieure à 30 individus. Donc, ce sera la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ma présentation a été suffisamment compréhensible pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.